Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un top des jeux solo, un top des jeux que je préfère jouer en solo, parce que ce ne sont pas des jeux exclusivement solo. Alors bien sûr, ce top est absolument personnel. J'ai joué à peu près 180 jeux au cours de ma vie, donc il y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué, plein de gros classiques auxquels je n'ai pas joué, donc probablement que vous ne serez pas d'accord avec ce top. C'est le but de la vidéo, c'est aussi d'en discuter, de me faire découvrir des jeux, de vous faire découvrir des jeux. Bien sûr qu'il y a tellement de nouveaux jeux qui sortent que finalement ce sont toujours les dernières expériences qui marquent un peu plus. Donc dans ce top, il y a peut-être la moitié des jeux qui sont finalement assez récents, qui ont moins de 6 mois. Et donc est-ce que dans un an, ces jeux seront toujours dans mon top solo? Je ne sais pas, on verra comment ça va évoluer. Donc bien sûr, c'est un top qui est absolument changeant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On commence par le numéro 10. Alors le numéro 10, c'est une excellente place, hein. C'est pas le pire des jeux solo qui existent. Au contraire, on est dans le top, donc on est dans le haut du panier et on est avec Fantastic Fabric, édité par Lucky Duck Games et designé par Joseph Zetchen et Justin Faulkner. Ça, c'est un jeu qui mélange tout ce que j'adore, c'est-à-dire du lancer 2D et de la création de moteurs. C'est-à-dire que, eh bien, on menait une Fantastic Fabric, on est une usine, on va devoir créer du bonheur pour notre ville, et donc on va pouvoir acheter à chaque tour avec nos ressources des nouvelles cartes qui vont nous permettre de pouvoir produire plus de bonheur. Et comment on va créer ce bonheur, comment on va créer ces énergies, parce que c'est absolument pas du bonheur qu'on construit. Et bien sur chacune des cartes, il y aura une manière différente d'activer le pouvoir de la carte. Le pouvoir de la carte qui va généralement être de produire de l'énergie, de créer des matériaux, de convertir des matériaux en points de victoire. Et comment on active ces usines? Eh bien avec des dés. Et donc par exemple, il faudra sur une carte activer un 6, sur une autre carte faire une paire de 2, sur une autre carte faire que un total avec 3 dés inférieur à 6. Plein de manières différentes d'activer ces cartes, et donc on a en début de notre tour nos dés, on va lancer tous nos dés et on va du coup devoir les répartir entre ces différentes cartes pour décider comment optimiser au mieux le lancer de dés qu'on a utilisé pour faire le plus de points de victoire, le plus de matériaux, le plus de ressources. Bien sûr, on a certaines usines qui vont nous permettre de faire un +1, un -1, de retourner nos dés. On a des manières de un petit peu mitiger tout ça. Et donc c'est vraiment sympa, on a notre gestion de moteur, mais moi, ce que j'aime pas dans les gestions de moteur, c'est quand c'est lancé, que c'est parti, finalement on roule sur le jeu, on a notre stratégie et c'est terminé. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est chaque tour obligé de se poser la question de comment optimiser avec ce lancer de dés qui est par définition aléatoire. L'automa est assez simple, on va lui lancer les dés en fonction des valeurs sur les dés, il va récupérer plus ou moins de cartes de la rivière, des cartes fabriques, et donc à la fin du jeu, en fonction du nombre de cartes qu'il a, il va faire plus ou moins de points, on va devoir le battre. Du coup, on a quand même un adversaire qui des fois va prendre les cartes que l'on souhaite, mais généralement il va jouer un peu seul dans son coin, et donc nous on va essayer de s'optimiser, sauf qu'on a quand même un objectif à la fin de battre cet automa. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué pour le coup, mais j'adore ce concept, j'adore justement ce côté aléatoire des dés et de se poser la question de comment je vais les répartir sur mes différentes fabriques. Voilà, un très bon numéro 10 avec ce Fantastic Fabric. Il y a plusieurs extensions qui sont sorties, je crois qu'il y en a 3. Je ne les ai pas, pour moi, le jeu se satisfait à lui-même. Le numéro 9, c'est un jeu qui est assez récent. Il a, je crois, 1 mois et demi, 2 mois. Donc finalement, est-ce qu'il restera longtemps dans mon top 10? On verra, c'est Traqué dans sa version Kobayashi Tower, un jeu de Gabe Barrett et édité par Bad Boom Games. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est qu'il est ultra rapide à installer. C'est une partie de jeu, ça va durer entre 15 et 30-40 minutes, si en fonction de notre chance, on va dire ça comme ça. Mais le jeu, vous avez ouvert la boîte, il est quasiment installé, donc c'est immédiat, et il y a ce petit côté aléatoire. On en a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui a plutôt bien marché, donc je pense que vous connaissez ce jeu. Traqué, ça va être un peu Die Hard, le jeu de société. On va essayer de sauver notre compagne qui est en prise avec les terroristes, enfin qu'elle n'est pas tellement en prise, elle s'est fait prendre en otage par les terroristes. Le terroriste en chef, il va essayer de s'échapper par le toit, par l'hélicoptère. Donc nous, on a un certain nombre d'heures, de minutes même, pour aller la libérer. Donc on va devoir fouiller un peu toutes les pièces de cette immense tour pour essayer de trouver des objets qui vont nous permettre, et des clés qui vont nous permettre de monter dans les étages, d'affronter les différents dangers et de vaincre enfin le boss. On a donc pour ça un deck de cartes où on va retourner des cartes, on va les poser sur la rivière, on s'arrête quand on souhaite, on a des objets, on a des portes, on a des ennemis, et pour pouvoir prendre un objet, pour pouvoir ouvrir une porte, il y a un petit logo en bas à droite de la carte qui va nous dire, il faut une clé, il faut un pied. Et comment on va
avoir ces objets en défaussant d'autres cartes de la rivière qui ont ces symboles en haut à gauche de leur carte. Donc on va devoir un peu choisir quelle carte on va défausser pour utiliser ou prendre telle autre carte, ou plutôt celle-ci elle m'intéresse vraiment, je vais pas la garder même si elle a le symbole qui m'intéresse pour pouvoir faire les autres actions. Et forcément on a plein de terroristes, un premier terroriste il vous voit pas, un deuxième terroriste, le combat s'engage. Vous avez donc la possibilité de vous cacher, vous perdez un petit peu de temps mais vous évitez les terroristes. Par contre si vous avez dans la rivière trop de cartes avec un symbole d'alarme, des cartes qui font du bruit, eh bien vous vous faites directement repérer. Donc à vous de choisir quand vous allez perdre du temps pour vous cacher et donc défausser toutes les cartes, même s'il y a celles qui vous intéressent vachement, ou si vous allez perdre du temps et potentiellement de la vie à affronter les terroristes, parce que pour affronter les terroristes, vous allez lancer des dés et vous allez devoir faire au moins la somme écrite sur la carte pour les vaincre, sachant que à chaque fois qu'à la fin d'un tour, vous ne les avez pas vaincus, vous perdez un point de vie et vous n'en avez que 6. Pareil, vous avez un nombre de balles limité, vous allez potentiellement en trouver dans les différentes pièces, mais vous n'avez qu'un faible nombre de munitions au départ, donc finalement peut-être gaspiller des balles, perdre du temps à recharger, ça sera peut-être fatal en fin de partie. On a des parties qui sont toutes différentes parce qu'on a un gros deck de cartes, on a des lieux à visiter qui seront mélangés à chaque fois, qui ne seront pas toujours les mêmes à chaque partie, parce qu'on a un certain nombre qu'on met de côté. Et puis en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que la carte finale, le toit qu'on va devoir atteindre, on va le mélanger parmi les 3 dernières cartes qu'on va foutre après dans le paquet. Donc peut-être que finalement, une partie, vous aurez 3 tours de plus si c'est vraiment la dernière carte qui est à retourner, ou peut-être qu'elle sera un peu plus tôt dans la partie, ce qui fait des parties plus ou moins simples, plus ou moins aléatoires, plus ou moins fun. Un jeu que j'aime beaucoup, alors forcément il est toujours assez récent donc j'ai tendance à le lancer. Combien de temps il restera dans le top, je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup. Il est facile d'accès, il est rapide et il est efficace et il y a du fun. Le 8e jeu de cette vidéo, ça sera un jeu qui est un peu comme Fantastic Fabric. Finalement pour les classer, j'ai simplement affronté les deux. Est-ce que je préfère Fantastic Fabric ou est-ce que je préfère It's a Wonderful Kingdom? Bah, vous en doutez, s'il est en 8e place, c'est que je préfère It's a Wonderful Kingdom. Un jeu, je pensais, que j'aurais mis plus haut dans le top, mais finalement, en réfléchissant bien, il y a tellement de bons jeux que finalement, c'est compliqué, c'était très compliqué de faire un choix. It's a Wonderful Kingdom, c'est édité par Ori-Games, c'est un jeu de Frédéric Gard et dessiné par Anthony Wolf. Encore une fois, ça va être de la gestion de moteur, mais cette fois-ci avec du draft. On n'aura pas de dés, on aura beaucoup moins de hasard, même si c'est du draft, donc il y a du tirage de cartes, donc il y a de l'aléatoire. Déjà, s'il y a un thème médiéval, pas fantastique, quoique il y a quelques dragons, mais un thème médiéval, les cartes sont de toute beauté. On va devoir créer notre gestion de moteur pour pouvoir produire de l'or, des minerais, des soldats, etc. pour pouvoir créer des merveilles. Globalement, on va créer des merveilles, on va pas faire que ça, on va faire des marchés, on va faire des garnisons, etc. Mais globalement, ça va être des bâtiments de plus en plus gros, de plus en plus coûteux et de plus en plus rémunérateur en termes de points. Donc à chaque tour, on va tirer des cartes qu'on va répartir à gauche et à droite. Je vais choisir un des deux paquets qui se présentent à moi. Est-ce que je prends plutôt le paquet de gauche ou le paquet de droite? Si je prends le paquet de gauche, je prends les cartes et je vais rajouter sur le paquet de droite que je ne prends pas une carte mystère. Ces cartes mystères, ça peut être des bonnes cartes comme ça peut être des cartes pièges avec des ennemis, des rats, des choses comme ça. Mais du coup, ce paquet de cartes là, au prochain tour, je remettrai 2 ou 3 cartes sur le paquet de gauche. Par contre, je remettrai 2 ou 3 sur le gros paquet. Donc il y aura un paquet qui va commencer à devenir de plus en plus intéressant avec des cartes, finalement, plein de cartes. Donc potentiellement possibilité de les utiliser pour créer notre moteur ou de les recycler pour récupérer les composantes qui font partie de la carte. Mais vous allez avoir des malus. Donc à vous de choisir, est-ce que vous prenez le risque d'affronter des ennemis? Ou peut-être que ce risque est un risque positif parce qu'il y a des cartes positives, ou au contraire, vous allez jouer la sécurité et prendre les quelques cartes qu'il vous faut. Et donc, la partie est assez brève, parce que ça se joue en 4 tours. Vous avez 4 tours pour créer votre moteur. Alors au départ, vous avez très peu de cartes, très peu de revenus, donc ça va être assez rapide. Mais sur le dernier tour, vous allez vraiment enchaîner et pouvoir comboter. Vous avez plusieurs manières de scorer. Vous allez avoir en fonction du type de couleur de carte, vous allez devoir vraiment définir votre stratégie. Vous pouvez essayer de faire plusieurs moyens de scoring différents, mais généralement, il faut se focus sur une bonne manière. Ce qui est sympa, c'est que le jeu, il est ultra cool. Dans ces bonus négatifs, vous avez 4 factions différentes que vous allez affronter, plus ou moins difficiles. Ça va du rat qui est assez simple aux gros géants de glace qui eux aussi sont assez simples, mais il y a des petits méchants qui sont un peu plus vicieux. Et puis vous avez d'autres modes de jeu que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez un mode scénario qui va vous rajouter des objectifs de points pour valider telle ou telle mission et un type d'ennemi en plus ou moins important. Un jeu que j'aime beaucoup, il y a pas mal de choses. Moi je joue jamais vraiment les scénarios, je fais des parties simples et j'essaie de faire un score plutôt honnête, sachant qu'il y a un petit livret pour essayer de vous dire les scores qu'il faut essayer d'atteindre. Un jeu que j'aime beaucoup,
que je trouve très beau. C'est très agréable de manipuler les petites ressources parce que ce sont des cubes en plastique transparent, ça fait très précieux. Les cartes sont sublimes. Et puis ce côté de le premier tour on galère et puis la fin on produit, c'est toujours assez sympa dans une gestion de moteur, mais là c'est que 4 tours, donc cette gestion de moteur elle est vraiment très raccourcie, donc il va pas falloir perdre de temps, sinon vous allez faire un score catastrophique. En 7e position, un jeu que j'ai fait très récemment, puisque je l'ai fait en début d'année, Aeon's End Legacy. Alors j'ai énormément adoré ce que j'ai pu découvrir dans ce Aeon's End Legacy, je précise bien Legacy parce que je n'ai pas les versions de base, mais j'imagine que le jeu est tous aussi sympa. Pourquoi je le mets si bas? C'est que la partie Legacy, la partie campagne, je l'ai terminée. Et quand j'ai terminé une campagne, généralement j'ai moins tendance à vouloir retourner sur le jeu parce que je connais déjà ce qui s'est passé. Et pourtant c'est ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est qu'il y a une campagne, il y a une histoire, il y a des différentes variantes en fonction de si vous avez réussi ou perdu certains combats. Vous allez vraiment avoir une aventure qui va un petit peu changer, des récompenses qui vont un petit peu changer. J'ai adoré, c'est mon premier Legacy, c'est mon premier deck building, encore très récemment, mais j'ai trouvé ça formidable, ça m'a happé. J'ai fait le jeu qui m'a pris une dizaine d'heures sur un week-end, j'ai vraiment adoré ce jeu. Mais finalement, comme je l'ai fini, j'ai plus forcément envie d'y retourner, même si je suis très attiré par le fait de me procurer les versions de Aeon's End. Donc je vous ai expliqué que Aeon's End Legacy c'était un jeu Legacy, un jeu où on va débloquer des pans d'histoire, on va débloquer des améliorations de personnages, mais qu'est-ce que c'est? C'est un deck building, on a un personnage qui commence en culotte courte et quelques cartes, et on va pouvoir à chaque tour récupérer des cartes qui sont dans le marché central pour pouvoir affronter des boss qui seront tous différents, qui auront tous des pouvoirs spéciaux différents, qui auront un charisme assez fou. Quand vous réussissez à vaincre un boss, vous allez gagner des points d'expérience qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles armes, des nouvelles cartes qui vont vous permettre d'avoir des nouveaux points de règles. À chaque nouveau boss, il y a son nouveau lot de règles. Vous avez un système d'évolution, c'est-à-dire qu'il y a des monstres qui vont évoluer tour après tour. Donc si vous les tuez rapidement, la partie d'après, le combat d'après, ils sont toujours aussi faits. Par contre, si vous leur laissez le temps d'évoluer, on va changer des cartes, les monstres vont devenir de plus en plus compliqués et peut-être que sur les boss de fin, ces monstres auront bien évolué et seront durs à battre. Donc il y a ce petit système vraiment d'évolution qui est très sympathique. Votre personnage, sur une seule partie, vous n'avez pas fait le quart de ce qui est possible en termes d'évolution parce que on va avoir 2 archétypes principaux pour chaque personnage et sur chaque archétype, on va avoir finalement, je crois, 4 propositions différentes à chaque fois. Donc vous avez vraiment du choix. Forcément, c'est du Legacy, donc c'est destructif. Vous avez collé des étiquettes sur votre personnage, donc vous pouvez pas remettre à 0. Mais si vous jouez en solo, finalement, vous avez 3 autres personnages pour cible. Le skin du personnage ne change pas les compétences, c'est vraiment juste un skin. Par contre, vous avez 3 archétypes potentiels que vous allez pouvoir faire de manière différente. Voilà, un jeu que j'ai trouvé excellent. La direction artistique, j'ai adoré le design des ennemis. C'est un jeu, j'ai adoré cette sensation de puissance. Au départ, on est tout faible. C'est du Legacy, donc on part de rien et on va devenir un vrai mage. Et à la fin, on enchaîne des combos, on arrive... Voilà, c'est vraiment cette sensation de puissance progressive, comme une gestion de moteur que j'ai adoré, avec ce scénario qui est assez simple. C'est sur quelques cartes qu'on retourne, mais qui nous plonge vraiment dans l'ambiance. Aeon's End Legacy, un gros kiff. J'ai pas dit, c'est Matago qui l'édite, et c'est Kevin Riley et Nick Little qui l'ont réalisé. J'imagine que les Aeon's End classiques sont bien, il n'y a pas de scénario, ça retirera peut-être un petit côté sympa. On va probablement directement être un sorcier, un mage puissant, donc peut-être que la mise en route sera un peu compliquée, là où au moins on est pris par la main, on y va progressivement. Donc j'imagine que Aeon's End Legacy, c'est le Aeon's End pour débuter, c'est un jeu parfait. Le numéro 6, lui aussi qui a longtemps été premier, je vais vous expliquer pourquoi, je ne l'ai pas sorti parce qu'il est là, ça aurait gâché un petit peu le décor de la vidéo, n'est-ce pas? Du coup je le sors maintenant, c'est Hit, 6e jeu, et en fait ça a longtemps été le premier parce que c'est le jeu qui m'a fait jouer en solo. Avant, pour moi, le jeu de société solo, je le dénigrais pas, mais je trouvais ça un petit peu bizarre, comme beaucoup de gens. Je voyais pas trop l'intérêt. L'intérêt du jeu de société, c'était de se mettre ensemble. Si j'avais envie de jouer tout seul, jouer à la console. Et puis, j'ai acheté ce jeu Hit, ce jeu de course de Formule 1 des années 60 qui m'a subjugué à sa sortie. C'était l'été dernier, je crois. Mais voilà, aller faire jouer à ma compagne un jeu de course de voiture, bonne chance. Mais bien heureusement, il y a un mode solo, il y a ce mode légende. C'est pas forcément un mode solo, c'est un mode où on va pouvoir rajouer des voitures pour jouer jusqu'à 6. Donc vous pouvez jouer tout seul avec 5 légendes. Et
bah, le jeu m'a totalement subjugué. Je pouvais vraiment jouer à Hit avec des vraies sensations de course, avec des adversaires qui sont ultra forts. Et donc j'ai pu m'amuser sur ce jeu et j'ai enchaîné les parties seul quand j'ai acheté. J'ai fait qu'une seule partie avec madame. Alors elle a trouvé ça sympa, mais sans plus. Elle a trouvé que finalement le résultat des courses était un peu random, qu'on pouvait faire un peu n'importe quoi et s'en sortir. Et là, elle n'a pas tort, j'y reviendrai. Mais voilà, c'est le jeu qui m'a fait comprendre qu'on pouvait jouer en solo à un jeu de société et aimer le jeu de société en solo. Et maintenant, c'est d'ailleurs devenu mon mode de jeu principal. Je kiffe jouer tout seul, ne pas me prendre la tête à devoir expliquer des règles, ne pas devoir attendre pendant que l'autre personne paralyse, bug devant le jeu parce qu'elle essaie de réfléchir, de pouvoir faire ma petite partie tranquille quand j'ai un petit peu de temps, etc. Donc tout ça, c'est grâce à Hit. Et donc, il est dans ce top. Je pense qu'il n'en bougera pas tout de suite, même s'il s'est quand même pas mal fait détrôner, parce qu'il n'est que 6ème. Et donc, Hit, vous le connaissez, c'est un jeu de course ou Edit Formule 1, où en fait, on va devoir gérer la surchauffe, le hit de notre moteur, c'est-à-dire qu'on a des cartes, on va tirer un certain nombre de cartes. Sur ces cartes, elles sont numérotées de 0 jusqu'à 5. Ça va être notre vitesse, le nombre de cases où l'on va avancer sur le terrain. Et puis, vous avez un système de vitesse. Vous allez pouvoir avancer de 1 votre boîtier de vitesse, votre levier de vitesse à chaque tour, augmenter d'une vitesse. Si vous êtes en vitesse 1, vous avez le droit de jouer qu'à une carte. Si vous êtes en vitesse 4, eh bien vous pouvez jouer 4 cartes. Ça s'arrête à 4, pas 5. Et donc, à vous de gérer si vous allez vouloir être en ligne droite et donc jouer plein de cartes pour avancer très vite. Et ben vous augmentez la vitesse. Vous pouvez augmenter de plus d'un, mais dans ce cas-là, vous devez défausser une carte hit, passer un peu plus en surchauffe votre moteur. Si jamais vous défaussez toutes vos cartes hit, et bien vous êtes en surchauffe totale, et bien vous faites une sortie de route, et là finalement vous repartez de 0 en vitesse numéro 1, etc. Donc vous allez perdre du tour. Donc c'est vraiment important de gérer ce hit, cette surchauffe, mais il faut jouer avec, parce que si vous jouez vraiment tout tranquillou, et bien les légendes, elles vous attendent pas, elles foncent. Donc il faut vraiment toujours jouer à la limite de la surchauffe, sachant qu'il y a un tirage de cartes, vous ne savez pas exactement les prochaines cartes qui vont arriver, donc des fois peut-être que vous allez un peu trop accélérer en disant c'est pas grave, le prochain virage je vais décélérer, parce qu'en plus il y a une vitesse maximale à chaque virage, et vous savez qu'il vous reste telle carte dans votre deck, donc il y a de grandes chances que vous ayez des petites cartes, mais peut-être que vous allez tirer la carte qui ne va pas et vous allez faire une sortie de route. Donc c'est vraiment ultra sympathique. Il y a 4 plateaux, pas 2 plateaux, mais recto verso pour faire 4 courses différentes avec des niveaux de difficulté plus ou moins importantes. La gestion de l'automa avec des cartes, elle est ultra simple. Vous avez compris au bout de 2 minutes comment marchent les véhicules. Et les véhicules sont vraiment, vraiment très agréables à jouer, les véhicules adverses, puisque globalement, ils sont toujours au taquet, mais en fonction du mélange des cartes, il peut y avoir des courses où toutes les voitures sont ultra puissantes, ou des courses où il y a 1 ou 2 voitures qui sont à la ramasse. En plus, si vous êtes dernier, vous avez un système de boost. Si vous êtes derrière, vous pouvez faire de l'aspiration avec les voitures. Donc pas mal de choses qui vont vous permettre de revenir en course. Là où je rejoins un petit peu ma compagne, c'est que par contre, effectivement, quand vous êtes dernier, finalement, on vous aide toujours. C'est un jeu qui n'est pas si expert que ça, qui est plutôt initié. Mais quand vous êtes dernier, vous avez toujours un petit coup de main qui va vous faire que vous allez réussir à revenir dans le peloton et finalement peut-être pas être premier, mais finalement potentiellement de réussir à être toujours au coude à coude. Et donc c'est vrai que vous avez beau jouer parfaitement bien, il y a ce côté aléatoire qui va faire que vous pouvez quand même finir 3ème. Et si vous jouez un peu à la Shield en balançant des cartes, avec l'aspiration, avec l'aide de boost, etc., eh bien c'est sûr que vous avez moyen finalement de finir quand même 3ème, voire 2ème, et de prendre la place du mec qui pensait avoir bien géré sa course. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu d'aléatoire et un petit peu de quoi qu'on fasse, on finit pas trop mal dans la course. Ça, je suis d'accord, mais le plaisir de jeu, la sensation d'accélération, de baissage de vitesse pour prendre les virages, elle est vraiment bonne. Il y a pas mal de rejouabilité. Si vous en avez marre des 4 plateaux de base, vous avez la possibilité de rajouter de la météo qui vont faire que certaines parcelles de course seront glissantes ou au contraire vont faire surchauffer votre moteur. Donc il y a un petit peu de rejouabilité, un petit peu d'aléatoire pour changer les parties. Vous avez aussi un mode scénario avec un championnat, avec des petits objectifs pour faire le cake devant des paparazzi, etc. Donc là-dessus, c'est plutôt sympa, même si j'attends avec impatience des extensions pour avoir plus de plateaux, plus de contenu, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, parce que finalement j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour du jeu quand même, mais un jeu que je trouve toujours aussi formidable. Voilà, on a fait la moitié de la vidéo, on arrive dans le top 5, les 5 meilleurs jeux solo pour moi. On est déjà à quasiment 20 minutes de vidéo, donc il va falloir qu'on accélère un petit peu. Je voulais faire ça en moins de 30 minutes, mais quand on aime les jeux, c'est difficile de ne pas en parler. Le numéro 5, qui lui aussi je pensais qu'il serait premier, parce qu'il a été vendu aussi, c'est Warp's Edge. Warp's Edge, un jeu édité par Ori Games et fait par normalement
si je dis pas de bêtises, ouais, Scott Helms, qui est monsieur jeu solo, il a fait plein de jeux solo. D'ailleurs, je crois que c'est pas son seul jeu solo dont on va parler aujourd'hui, c'est bien ça. C'est notamment le papa de la série des Tiny Epic, et puis aussi de, je sais plus où il est, juste derrière, de Almanac. Un jeu qui fait toujours des jeux plutôt sympathiques, hein. Il fait rarement des petits bousins, il fait pas forcément toujours des grands jeux, mais celui-ci, Warp's Edge, c'est un grand jeu, c'est un jeu déjà uniquement solo, et c'est peut-être le seul, non, c'est l'un des 2 seuls jeux uniquement solo de cette vidéo. Warp's Edge, et ben, vous êtes dans un vaisseau spatial, vous allez affronter des extraterrestres avec des grosses armadas de vaisseaux qui vont vous arriver sur la tronche. Vous allez pouvoir choisir entre plusieurs vaisseaux, des rapides mais peu puissants, ou au contraire des mecs résistants avec peu de puissance, ou encore au contraire, parce qu'il y a 3 contraires, un mec ultra puissant mais avec un mec ultra puissant mais assez peu rapide. Chaque vaisseau va avoir ses petits coups spéciaux, ses pouvoirs, etc. Et puis bah, vous allez tirer des cartes aléatoirement de niveaux de plus en plus compliqués. Et pareil, vous avez en fait du bag building. Donc vous allez avoir un petit sac, vous allez tirer vos jetons, un certain nombre à chaque tour. Et donc ces jetons, vous allez devoir les répartir sur les différents ennemis. Est-ce que vous faites des esquives? Est-ce que vous faites de l'attaque? Est-ce que vous allez plutôt affronter le gros parce qu'il va vous faire plein de dégâts au prochain tour, ou est-ce que vous allez plutôt vouloir affronter tous les petits histoire d'en débarrasser le plus possible? Une fois que vous avez tué toute l'armada du vaisseau, vous pouvez affronter le vaisseau mère, lui qui aura un design assez charismatique, mais surtout un super pouvoir bien spécial. Et il y en a dans la boîte de base, il y a combien? Il y a 6. Il y a 3 tuiles double face vaisseau mère, donc il y a bien 6 vaisseaux mères dans la boîte de base. Certains quand même très compliqués, hein. Je n'ai jamais réussi à battre les plus compliqués, j'ai réussi à battre que la moitié des vaisseaux mères, et pourtant j'ai joué assez régulièrement, mais je dois pas être très bon, je ne sais pas, mais pour moi c'est assez compliqué. Et donc à chaque tour, en fonction de l'énergie que vous allez tirer, hein, les petits jetons verts, bah, vous allez pouvoir acheter des nouvelles améliorations, des faisceaux, des tirs plus puissants, un peu plus de défense, un peu plus d'esquive, beaucoup spéciaux, etc. Donc à vous de gérer votre back building, sauf qu'au bout d'un moment, vous allez mourir, ou tout simplement vous n'aurez plus assez de jetons dans votre sac, donc ça fera la fin de votre tour quand, eh bien c'est le cas, soit que vous êtes mort, soit que eh bien, vous n'avez plus moyen de faire des actions, eh bien on va rentrer dans une faille temporelle, dans un warp, on rembobine tout, on recommence de zéro. Si vous avez déjà détruit des parties du vaisseau mère, ça reste tel quel, mais sinon tous les ennemis réapparaissent, vous aussi vous réapparaissez quasiment en pleine santé, et vous allez tirer un nouvel objet, parce qu'on a à chaque partie un petit objet un peu héritage, un petit gadget qui va vous aider dans vos parties, ça rajoute un petit peu d'aléatoire entre chaque partie, et ça vous avez le droit jusqu'à 3 warps pour détruire le vaisseau mère. Alors autant se dire que le premier warp, vous ne faites jamais rien contre le vaisseau mère, c'est plutôt le premier où vous allez commencer à améliorer votre vaisseau. Le deuxième, si vous en sortez bien, vous arrivez à commencer à le titiller un petit peu ce vaisseau mère, mais pas sûr que vous lui détruisiez une des ailes, et puis généralement c'est au troisième que là vous êtes suffisamment puissant pour rouler sur l'armada et enfin vous faire le combat contre le vaisseau mère. Un jeu ultra addictif, un jeu ultra difficile, hein, je vous dis, il y a une paire de vaisseaux mères qui sont assez compliqués. Il y a une première extension que j'ai qui s'appelle Invasion, qui va globalement pas bouleverser le gameplay, mais rajouter des nouveaux ennemis. Et la nouvelle extension qui est sortie la semaine dernière, hein, je l'ai récupérée en début de semaine, j'ai pas encore joué, Inversion, qui va vous rajouter des petits bonus qui vont bien vous aider, mais malheureusement, chaque bonus a un malus au verso, donc vous allez pouvoir vous améliorer à l'instant T pour passer un cap, mais tôt ou tard, ça va devenir un malus que vous allez vous prendre dans la tronche. Donc, est-ce que vous faites le pari, oui ou non? Un jeu que j'adore, un jeu comme c'est écrit dedans avec un livret dont vous êtes le héros de 28 pages, vous allez pouvoir suivre un scénario, faire des choix et en fonction vous allez récupérer tel ou tel bonus et affronter tel ou tel boss. Je vous avoue que je n'ai jamais fait moi le mode scénario, je préfère faire une petite partie tranquillement par-ci, par-là, mais un jeu excellent et probablement un jeu qui doit être absolument dans toute ludothèque de joueurs solo et je pense que vous l'avez déjà. Numéro 4 de cette vidéo est donc le deuxième jeu de Scott Helms, Au Griffon Fonfon. Alors déjà, j'ai un double affect pour ce jeu. C'est la première vidéo que j'ai fait sur la chaîne et sur ce jeu Au Griffon Fonfon. Et c'est une vidéo qui a marché de manière exceptionnelle pour une chaîne qui a commencé avec une 50aine d'abonnés parce que j'ai récupéré quelques abonnés de ma chaîne précédente. La vidéo a buzzé. À ma petite taille, elle est à plus de 1500 vues aujourd'hui, elle continue d'être dans mes plus vues tous les jours, sans trop savoir pourquoi ce jeu-là a autant buzzé, surtout qu'on n'entend pas tant parler que ça. Donc déjà rien que pour ça, c'est un jeu qui pour moi est un jeu phare parce que ça m'a permis d'exister un petit peu sur YouTube, mais c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu auquel je joue très régulièrement, tout simplement, et ça fausse un peu le résultat, ça fausse un peu le classement, c'est parce que c'est un jeu, on y joue en 10 minutes, on a terminé, encore 10 minutes, c'est si je trade, que je suis en train de boire une petite bière ou un truc comme ça.
Un jeu excellent, j'adore, parce que tout peut se casser la gueule à tout moment. Vous êtes le tenancier d'un bar, mais pas un bar comme les autres, un bar avec tous des crapules, des nains, des trolls, des humains un peu balourds, des petits véganes, d'ailleurs pas des véganes, des carnivores, qui vont tous venir dans cette petite auberge, sauf que globalement, personne ne s'aime. Il y en a qui n'aiment pas les mauvaises odeurs, d'autres qui n'aiment pas le bruit, d'autres qui n'aiment pas la violence, sauf que ils sont tous là-dedans et ils sont tous de mauvais poils. Vous allez faire en sorte que certains de vos visiteurs du bar aillent dans la partie auberge, mais attention, il faut qu'ils dorment tranquillement, parce que s'ils ne sont pas contents, ils se barrent, et si 8 résidents de votre auberge se sont barrés, c'est game over. Et donc, comment ça va se passer? Vous allez choisir un des personnages qui est dans le bar, vous allez regarder son petit pouvoir. Lui, il aime bien être dans les 3 premiers étages de l'auberge. Lui, il aime bien être au-dessus ou en dessous de gens qui aiment la bière. Attention, lui, il aime pas être à côté de quelqu'un qui fait du bruit. Donc vous allez répartir tour après tour dans votre auberge. Et donc, quand vous regardez dans votre auberge, à la fin du tour, vous activez les pouvoirs. S'ils sont bien placés, tout se passe bien. S'ils sont mal placés, généralement, ils activent un pouvoir où ils se barrent et ils font du bruit. Et du coup, dans l'auberge, tous ceux qui n'aiment pas faire du bruit activent leur pouvoir spécial. Et donc, ça va faire toute une cascade où vous pouvez être content d'avoir 9 mecs dans votre auberge, tout se passe bien. Et là, vous en rajoutez un 10e parce qu'il n'y a pas le choix et tout va se péter la gueule, tout le monde va sortir. Pareil, dans l'auberge, si vous avez 3 personnages sur les 4 qui ont ce petit icône de bruit, de mauvaise odeur ou d'épée, de violence, eh bien ça va activer tous ceux qui sont en train de dormir et qui n'aiment pas qu'il y ait une bagarre dans l'auberge, qui n'aiment pas que ça pue dans l'auberge. Et donc pareil, vous pouvez tirer une carte et finalement, patatras, tout dégringole. Ça fait 5 minutes que vous optimisez bien votre petite auberge, que tout est bien et vous allez vous prendre une flopée où 5 personnes d'un coup vont partir et finalement vous avez perdu. Et c'est ça que j'adore, c'est d'essayer d'optimiser son auberge et que tout explose en une seconde alors que vous pensiez faire un score de fou. Si c'était un jeu de 40 minutes, ça serait hautement insupportable, mais là, comme ce sont des parties de moins de 10 minutes, et c'est ultra fun d'être sur le fil, de se dire j'espère que la prochaine carte, ça va pas être la guerre dans mon auberge parce que là je suis mal. C'est ultra fun, ultra rigolo, on enchaîne toujours, c'est rare qu'on fasse qu'une seule partie, on enchaîne, on en fait 2, 3, etc. Les petits pouvoirs sont assez sympas en plus, graphiquement c'est plutôt mignon, c'est le jeu par excellence solo de cette gamme, c'est le meilleur, il y en a que 3 qui sont sortis pour l'instant, mais c'est le meilleur de très très loin, et pour moi c'est mon meilleur tout court des microgames, un jeu que j'adore, Au Griffon Fonfon de Scott Helms. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne. Le top 3, lui je pense que vous en doutez que je l'aime, puisque il est sur ma miniature de youtubeur, là, ma petite vignette, mon avatar. Bon, l'avatar est pas terrible, mais je savais pas quoi faire, mais c'est un jeu que j'adore. C'est mon roll and write préféré. Bien sûr, je n'ai pas joué à tous les roll and write, ou peut-être, et peut-être qu'il y a mieux, mais moi je l'adore, c'est Dinosaur Island Roll and Write, un jeu en plus que j'ai eu, alors que je ne le voulais pas spécialement, mais je l'ai eu dans la box de chez Ludum en septembre dernier, et j'ai mis un peu le temps à le lancer, parce que pour moi au départ la définition du roll and write c'était des petits jeux ultra simples, joués en 10 minutes, etc. Je voulais pas un truc avec plus de règles, ça me semblait un peu inutile, mais faut dire que la boîte elle est comme super belle, que moi j'adore Jurassic Park, créer son propre parc d'attractions, encore plus son parc de dinosaures, ça me vend du rêve, et donc je me suis lancé dedans. Déjà le matériel est fou, vous avez des jolis petits dés couleur ambre transparents, translucides, qui sont magnifiques. Et là, vous allez avoir un roll and write avec 2 pages. Une page, globalement, vous allez dessiner votre parc, et une page où vous allez avoir tous les attractions, tous les personnages que vous avez recrutés, et puis la gestion du scoring. Et ce qui est ultra sympa, en plus de ce design, du côté dinosaure, du fait que vous allez piocher à chaque partie des attractions différentes, vous allez piocher des travailleurs, travailleuses, on vous exploite, vous allez piocher des travailleurs différents, donc ça entraîne pas mal de rejouabilité, chacun avec un pouvoir un peu spécial qui va faire qu'on va plutôt vouloir faire des petits dinosaures, des gros dinosaures, etc. En plus de ces parties qui sont très différentes, vous avez du combo. Vous allez d'abord faire 2 phases de recrutement en fonction de vos dés, etc. Et la 3e, c'est l'ouverture du parc. Vous allez ouvrir votre parc et donc là, vous allez activer d'abord tous vos employés, puis après vos visiteurs qui vont se balader tout le long du parc. Et là, c'est là où vous enchaînez les combos. Vous gagnez des points de victoire, vous gagnez des points de sécurité, vous gagnez des nouveaux dinosaures, etc. Ça s'enchaîne, vous pouvez faire des super combos. Le jeu
finalement les règles sont assez simples, c'est pas très compliqué. Une partie c'est assez rapide puisqu'on joue finalement en même temps. Vous pouvez faire des beaux petits dessins, vous pouvez faire des carrés, on s'en fiche, ça fera très bien l'affaire. Mais on combotte au taquet. Alors, il y a quand même un petit peu d'interaction même si on joue chacun dans son coin, parce que quand vous choisissez une action avec un dé, eh bien sur votre dé il va y avoir des petits points de danger. Et si l'autre joueur veut se mettre sur votre dé pour faire la même action, eh bien il va devoir se prendre l'insécurité, les dangers numérotés sur votre dé. Donc si vous savez qu'il veut vraiment faire un truc, eh bien mettez peut-être votre dé avec 3 dangers, histoire que lui, eh bien peut-être qu'il y ait des barrières dans son parc d'attractions qui sautent, que ces touristes se fassent manger et que du coup les gens soient pas contents. L'automa se passe super bien, c'est vraiment un automa avec des cartes que l'on retourne. En fonction des cartes, ça va nous dire quel dé il va prendre, ça va dire où est-ce qu'il place ses dés sur le plateau pour nous empêcher de faire des actions ou alors en prenant notre danger. Et puis en plus on va tirer 3 cartes. On va normalement les drafter, les choisir, etc. Moi je fais de manière totalement aléatoire, je trouve ça plus fun. Et vous allez avoir du coup des objectifs de scoring pour marquer encore plus de points. Là vous n'avez pas vraiment... L'automa, finalement, lui, il n'a pas de scoring, il est juste là pour vous embêter, mais dans la petite notice, vous avez des objectifs de points. Alors le jeu, finalement, il est assez simple, hein. Moi, je suis quasiment toujours à l'objectif maximum, mais ça combotte tellement bien, on est dans une ambiance dinosaure, on a ces cartes qui changent finalement à chaque partie, que c'est un jeu excellent. C'est mon flip and write, et c'est le... Enfin, c'est pas un flip and write, du coup, c'est un roll and write. Enfin, c'est mon truc and write préféré, et c'est le seul, d'ailleurs, de cette vidéo, alors que j'aime beaucoup ça. Mais clairement, lui, il expose tellement tous les autres. Alors, je ne les ai pas tous joués, bien sûr. Mais celui-là, il explique tellement tous ceux que j'ai que je ne voyais pas en mettre un deuxième dans la vidéo. Numéro 2, c'est un jeu que j'ai attendu pendant 1 an, puisque c'était un Kickstarter. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. J'en ai fait 2 vidéos. C'est le Dice Throne Adventures. Tout simplement parce que moi, Dice Throne, c'est un des jeux que je préfère. En tout cas, en théorie, un jeu que j'adore. Vous choisissez votre personnage avec un plateau totalement différent. Vous lancez vos dés. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore les dés. Et vous allez choisir les combinaisons, les paires, les brelans, les suites, etc. pour pouvoir activer les pouvoirs qui sont sur vos personnages. Chaque personnage est totalement différent, avec un gameplay bien différent. Il y a eu la saison 1 avec 8 personnages, la saison 2 avec 8 nouveaux personnages qui fait 16 personnages. Sauf que Dice Throne, c'est un jeu en duel. Et moi, ma compagne n'aime pas les duels, elle n'aime pas qu'on se tape dedans, elle aime plutôt qu'on ait chacun de son côté avec assez peu d'interaction et qu'on prenne chacun notre pied dans notre coin. Sauf que dans Dice Throne, c'est un duel, donc c'est impossible. Donc autant c'est un jeu qui est l'un de mes jeux préférés, autant c'est un jeu auquel je ne peux jamais jouer. Et bien là, ce Dice Throne Adventures règle le problème, puisqu'il y a un côté dungeon crawler, il y a du coup un côté coopération, exploration de donjons, et donc parfaitement jouable en solo. Donc je peux enfin kiffer ma race à jouer à Dice Throne Adventures, et en plus il y a du côté exploration de donjons que j'adore. Moi j'adore Diablo et Tutti Quanti, donc là c'est du kiff. On va affronter différents dangers qui vont être tirés de manière aléatoire, on va tirer des ennemis de manière aléatoire, on va devoir les affronter, et en plus c'est super bien fait. Eux aussi, les ennemis vont lancer des dés, eux aussi vont essayer de se rapprocher d'une combinaison écrite sur la carte, et en fonction de ce qui est fait à la fin des 3 lancers, eh bien, vous allez faire les actions possibles, listées de plus en plus fortes sur leur carte pour vous les prendre dans la tronche. Donc un jeu qui est ultra fun. J'aurais pu mettre d'autres dungeon crawlers, mais clairement celui-ci est mon préféré. J'adore la direction artistique, j'adore la boîte, j'adore le fait d'avoir plein de personnages. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas dit, mais c'est Lucky Dog Games qui l'édite, et c'est un jeu de Nate Chatelier, Manny Tremblay et Gavin Brown. D'ailleurs je ne l'avais pas dit pour Dinosaur Island, mais c'est pas très grave. Ils ont annoncé qu'il y aurait le Dice Throne Marvel qui va sortir en France sans Kickstarter, tout sortira. Alors j'espère qu'ils vont faire quand même une jolie petite boîte comme ça pour les collectionneurs entre guillemets. Mais je suis ultra content, j'aimerais qu'ils sortent la boîte exclusive US avec Santa Claus et merde, c'est pas le Grinch, mais ah bon, un personnage comme ça, un personnage vert. Mince, il y a des films un peu d'horreur de Noël dessus, là, comment il s'appelle? Bon, peu importe. Oui, j'espère que celui-là, ils vont le sortir un jour en France, sinon je l'achèterai en import, mais un jeu que j'adore. Et on va passer sur le numéro 1. Et d'ailleurs, non, pas le numéro 1, je vais un petit peu vous faire patienter un petit peu. On va parler de 2 mentions spéciales, 2 jeux qui auraient pu être dans le top 10, mais, parce qu'il y a un mais ils ne le sont pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas dedans, c'est parce qu'il y a un petit truc qui fait qu'ils ne pouvaient pas être dedans. Le premier dont on va parler, c'est Ark Nova. Ark Nova, c'est un de mes cadeaux de Noël, donc pareil, je l'ai depuis pas très longtemps.
il a gagné l'As d'Or Expert, je pense que vous le connaissez. C'est un jeu qui est excellent, un jeu de combo où vous allez faire votre zoo, vous allez récupérer des cartes qui vont avoir des pouvoirs qui vont permettre de scorer, qui vont permettre d'activer des bonus, qui vont permettre de faire des choses. Et pour mettre ces animaux dans des enclos, eh bien vous avez déjà un petit plateau personnel qui est soit très simple au départ, mais vous avez je crois jusqu'à 6 ou 8 plateaux différents avec l'extension, qui vont vous donner des petites conditions, une petite géométrie différente, une petite géographie différente plutôt, une petite topologie différente, et topographie, une petite topographie différente, et des petites conditions de posage, etc. Et bah, vous avez un système de 5 cartes d'action, tout simplement, avec un plateau. Elles sont positionnées de 1 à 5. Plus vous utilisez une carte qui est proche du 5, plus son pouvoir sera puissant. Dès que vous l'avez utilisée, elle retourne en niveau 1 et toutes les autres avancent d'un cran. Donc à vous de voir si vous attendez qu'elle soit le plus forte possible pour pouvoir faire l'effet maximal, ou si vous en avez vraiment besoin maintenant, et tant pis, vous n'aurez jamais l'effet maximal, mais vous prendrez l'effet de niveau 3 ou l'effet de niveau 2. Et ça, c'est une gestion de main qui est excellente. On en parle assez brièvement, le jeu ultra connu, il a ultra buzzé, les parties sont ultra passionnantes, mais pourquoi il n'est pas dans le top 10 ? Parce que le mode solo de base, il est un petit peu pourri. Vous avez, je crois, 10 tours pour faire le plus de points, pour essayer d'avoir un score négatif en fait, un score nul. Et c'est assez dur et c'est finalement assez peu intéressant. Et il y a un mode solo qui est excellent, c'est le mode Arnaud, qui est un mode fait par des fans avec, soit vous imprimez les cartes et vous le gérez vous-même, soit il y a une petite application sur le téléphone. Ça vous dit exactement quoi faire, la compréhension du mode solo, de ce mode Arnaud. En 2 minutes, vous avez compris comment ça fonctionne. Quand vous cliquez sur le bouton pour dire qu'est-ce que Arnaud va faire? Eh bien, en 30 secondes, vous avez fait l'action et vous jouez. Et Arnaud, il est ultra compétitif. Vous avez 6 ou 7 niveaux de difficulté en fonction de votre compétence. Vous allez pouvoir lui dire que vous jouez sur tel ou tel plateau, histoire qu'il puisse s'adapter au mieux. Et clairement, vous allez jouer contre un vrai autre joueur. Il fait des actions qui sont totalement logiques. Il joue bien, il va vous pousser à donner le meilleur de vous-même, et voilà. Mais sauf que ce n'est pas un mode officiel, donc je ne peux pas mettre Ark Nova dans ce top solo, mais il est quand même dans le top solo, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et l'autre mention spéciale, elle est pas dans le top, parce que finalement c'est un jeu que j'ai depuis très peu longtemps, et je suis pas encore assez expert pour vraiment dire à quel point j'aime le jeu, à quel point il va rester dans mes coups de cœur, mais il s'agit de Too Many Bones. Alors je vais pas te porter la boîte très longtemps parce qu'elle est ultra lourde, mais c'est un jeu qui se joue super bien en solo. Alors vous pouvez utiliser que un Gearlock qui sont des petits personnages, vous pouvez en utiliser 2, 3 ou 4 en fonction des personnages que vous utilisez, parce que des fois certains personnages sont plus faciles à jouer en coopération, mais si vous jouez 2 personnages, les parties seront d'autant plus longues parce qu'il y aura d'autant plus d'ennemis à affronter. Le jeu est excellent, déjà c'est un jeu de dés, donc il y a un petit peu d'aléatoire, et ça, j'adore ça. Vous avez surtout un arbre de compétences pour chaque Gearlock, avec un peu 3 axes d'amélioration différentes, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que vous allez piocher des cartes aléatoires, des cartes événements, et sur chaque carte événement, avec une petite histoire, c'est assez bref, et ben vous allez avoir un choix, ou 2 choix, ou des fois 3 choix, et vous allez donc devoir décider de plutôt affronter tels ennemis, mais vous aurez tel malus, d'affronter ça va être encore plus dur, mais vous aurez tel bonus. À vous de choisir ce que vous allez faire, et ce sont des combats stratégiques. Vous le voyez sur les images, il y a un petit plateau où les ennemis vont avoir des positions bien précises, vont se déplacer d'une certaine façon, vont attaquer d'une certaine façon. Il y a plein de compétences, plein de petites règles à comprendre, mais qui font que c'est un jeu qui va vraiment ressembler finalement à ce que pourrait être un WoW, mais un peu en stratégique. Et vous, vos personnages, pareil, vous allez devoir les déplacer, etc. C'est du WoW mélangé à du Fire Emblem, c'est ultra passionnant. Il y a ce lancer de dés qui va faire que il y a des parties qui vont très bien se passer. Bien sûr, si votre dé ne vous convient pas, surtout pour les compétences qui sont à usage unique pendant le combat, vous pouvez décider de ne pas les activer, de les reprendre sur votre plateau. Vous avez perdu quand même globalement votre action, vous faites rien, mais vous pourrez quand même relancer au tour d'après pour réactiver votre compétence et peut-être avoir le niveau qui vous intéresse le plus. Un jeu qui est ultra fun, qui est ultra cérébral, qui est très facile à installer avec un matériel de dingue. Il n'y a que 4 personnages dans la boîte de base, il y a 8 boss je crois. J'ai kickstarté l'extension qui sortira l'année prochaine, Undertow, et où j'ai pris tous les personnages, donc ça m'a coûté une blinde, ça m'a coûté 300 €. Mais plus le jeu de base qui m'a coûté 105 €. Donc un jeu que j'adore, mais pour l'instant je suis encore assez débutant. Peut-être que finalement ça va me saouler et quand je recevrai le jeu l'année prochaine je serai un petit peu deg. Mais pour l'instant c'est pas du tout le cas, je suis toujours dans ma hype là depuis que je l'ai depuis 3-4 semaines. Un jeu que j'aime beaucoup, mais voilà,
J'y ai pas encore assez joué pour vraiment dire officiellement il est dans mon top et je vous le recommande à 3000%, même si pour l'instant c'est le cas. Et j'ai bien peur qu'il y reste quand même. Et l'avantage de mettre ces mentions spéciales et de vous expliquer pourquoi elles sont pas dans le top, c'est que ça me permet de mettre 2 jeux de plus dans le top et de vous faire un top 12 parce que finalement tous ces jeux-là, eh bien j'avais vraiment envie de vous en parler. Et on arrive enfin au numéro 1, le numéro 1 de tous les numéros 1, un jeu lui aussi pareil, un jeu que j'ai eu à Noël. Je l'ai acheté, je l'ai demandé en cadeau vraiment parce que la boîte, le design de la boîte me plaisait, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. C'était vraiment un achat totalement à l'aveugle et c'est ça qui a fait que c'est rentré aussi, je pense, dans mon top, c'est que c'était une découverte totale. Je n'en attendais rien et j'ai adoré. Le jeu est tout simplement excellent, mais en plus, comme je n'en attendais rien, que je ne savais pas ce que c'était, ça m'a encore plus émerveillé de voir à quel point ce jeu est excellent. Il s'agit de Paper Tales, alors que quasiment toutes les boîtes que je vous présente, le dos est pas dans le bon sens, pourtant je fais toujours gaffe, mais c'est arrivé sur quasiment toutes les boîtes que je vous ai présentées. C'est assez insupportable, là. Quand la vidéo sera terminée, je vais devoir m'amuser à mettre toutes les boîtes dans le bon sens. Paper Tales édition intégrale, c'est aussi une création de moteur. Vous allez avoir du draft, vous allez donc récupérer des villageois, des soldats qui vont vous permettre d'avoir un pouvoir spécial. Ce pouvoir spécial, eh bien, ça va être votre manière globalement de faire des points. Mais dans un premier temps, vous draftez vos cartes et dans un second temps, vous allez les mettre dans votre village. Votre village est composé de 2 cases derrière et 2 cases devant. Les cases derrière, les cartes activeront leur pouvoir et c'est tout. Les cases devant, les cartes activeront leur pouvoir, mais on prendra en compte leur puissance d'attaque pour faire les guerres. Parce que la troisième étape, c'est faire la guerre. Dans version solo, c'est la guerre contre le roi Lich, mais sinon contre les autres joueurs. Donc va vraiment falloir choisir si vous mettez votre personnage derrière ou devant, mais devant, il n'y a que 2 places. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre toutes vos cartes ultra puissantes non plus, il va falloir faire des choix. Ce qui est ultra sympa, c'est qu'il y a plein de manières de faire des points de victoire. Il y a plein de stratégies totalement différentes. Les premières parties, vous êtes un peu perdu parce que vous jouez au hasard, vous ne savez pas comment faire des combos, mais sur les autres parties, quand vous connaissez les cartes, eh bien, il y a plein de combos, plein de manières de marquer. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a du vieillissement. Et je vous l'ai dit, moi j'aime pas quand dans une gestion de moteur, vous arrivez au moment où vous arrivez à faire tellement de trucs, un peu comme dans Happy City, c'est une mini gestion de moteur, mais au bout de 2 tours, vous êtes plein aux as et vous faites tout ce que vous voulez. Bah, moi je trouve ça frustrant de faire tout ce qu'on veut. Et bah là, vos unités vont vieillir. Généralement, elles vont rester 2 tours. Dès qu'elles vont, à la fin du premier tour, on met un jeton âge. Toutes les cartes au tour d'après qui ont un jeton âge vont décéder. Alors il y a moyen de vieillir plus vite des personnages. Et donc, certains personnages, quand ils sont très très âgés, eh bien, ils vont faire plein de points de victoire. Au contraire, il y a moyen de retirer de l'âge de certains de nos personnages pour qu'ils restent plus longtemps. Mais voilà, vous n'avez pas une manière de scorer et puis c'est tranquille, vous attendez que ça se passe, vous allez devoir vous remettre en réflexion à chaque fois en fonction du draft, en fonction de vos unités qui vont mourir pour essayer quand même de comboter avant qu'elles meurent, etc. Et donc c'est ça qui est super passionnant. En plus je vous l'ai dit, mais il y a plein de manières de scorer. Il y a 2 extensions dans cette version intégrale qui rajoutent des objectifs, qui rajoutent des cartes, qui rajoutent des bâtiments à mettre dans notre ville. Et puis vous avez l'extension avec le mode solo, le roi Lich. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, mais il y a une petite erreur. Si vous allez la voir juste après, n'hésitez pas à regarder en commentaire mon erreur que j'avais fait sur les parties. Et donc ce roi Lich, eh bien, il va avoir des cartes qui vont être tirées aléatoirement. Donc les objectifs de scoring du roi Lich vont être différents à chaque fois. Et il va être ultra compétitif. Il va falloir vraiment faire gaffe à ce qu'on va lui laisser lors du draft, histoire de ne pas se laisser, de pas se faire avoir. Et voilà, il simule très bien un autre joueur. Il va vraiment, en fonction de votre niveau de difficulté, vous mettre des bâtons dans les roues. Une partie, c'est assez rapide, c'est une demi-heure. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un très bon jeu solo. Parce que l'installation est ultra simple, parce que s'installer pendant une demi-heure pour faire un jeu qui va durer après 1 heure, en solo, c'est pas toujours ultra pratique. Celui-ci, moi j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup avoir plein de façons de scorer. Il n'y a pas un combo qui est plus efficace que les autres, il y a plein de combos, on ne s'en lasse pas, et puis comme il y a ce draft, et ben on sait jamais ce qu'on va vraiment pouvoir faire dans la partie, donc il va falloir s'adapter à chaque fois, et moi j'adore ça. Paper Tales, vraiment mon coup de cœur de la fin d'année, et un jeu auquel je joue encore énormément. Et ben voilà, j'ai plus de voix, ça fait 45 minutes qu'on parle, j'espère que tout a bien filmé, qu'il n'y a pas eu de problème de batterie ou quoi, parce que je serais deg. 12 jeux, mais 10 jeux, un grand vainqueur, Paper Tales, édition intégrale, parce qu'il vous faut l'extension avec le roi Lich, et je pense qu'il vous faut les autres extensions pour avoir encore plus de contenu, encore plus de combos, mais un jeu que j'adore et que je vous conseille. Je vous conseille d'ailleurs ces 12 jeux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos tops, alors vos top 10, vos top 5, vos top 1, peu importe, mais dites-moi les jeux que vous préférez. Je vous l'ai dit, hein, pour l'instant, j'ai pas joué à tous les jeux du monde, et je ne jouerai de toute façon jamais à tous les jeux de la Terre, donc n'hésitez pas à me conseiller des choses que peut-être
je suis passé, ou peut-être je suis passé à côté, peut-être que j'y ai joué et je vous répondrai pourquoi c'est pas dans mes top 10, etc. Mais partagez, donnez-moi vos avis, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!